André Lozécruc-Pietri, merci d'être là. Vous arrivez Bonjour. au dernier instant. Merci. Vous êtes président fondateur de JEDI. J'ai essayé d'expliquer en quelques mots JEDI, donc cette initiative au niveau européen. Vous expliquez dans notre discussion qu'on vit dans une période de polycrise. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors déjà, ça tombe bien, on essaye de remettre l'Europe en avance sur les technologies et la recherche. J'avais compris 11h05, donc désolé, mais je pensais être en avance et en fait, je suis déjà en retard. Non, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, si on prend juste l'aspect technologique, on se rend compte que c'est plus juste un sujet économique qui intéresse, je pense, une grande partie de la salle, mais ça devient de plus en plus un sujet politique. Rappelez-vous, aujourd'hui, la dernière génération, la Gen Z, elle capte 50% et plus de ses opinions politiques par les réseaux sociaux. Quand Elon Musk décide de couper l'accès à Starlink pour les drones ukrainiens en Crimée, il prend des décisions éminemment géopolitiques. Et on voit bien que le prochain conflit, si on espère qu'il n'aura pas lieu, qui sera une déflagration mondiale, ce sera le sujet taïwanais. Et je veux bien croire que c'est pour les Taïwanais qu'on s'engagera, mais on s'engagera surtout aussi sur les sujets des semi-conducteurs qui sont si critiques pour nos... Donc on se rend compte que ce sujet technologique, il n'est plus juste économique, mais il est politique, géopolitique, stratégique. Et en fait, toutes les crises aujourd'hui qu'on vit, elles ont un aspect. C'est pour ça que c'est tellement difficile, je pense, pour les dirigeants d'entreprise, mais aussi pour les politiques en premier lieu. Et qu'en fait, toutes nos organisations sont, notamment politiques, sont basées sur des silos. Donc on a la recherche, on a l'économie, on a l'éducation, et on se rend compte malheureusement que si on n'a pas cet aspect transversal, on n'y arrivera pas. En tout cas, on sera toujours en défensif. Et encore par rapport à toute crise, et particulièrement quand elles sont multiples, la défense n'est jamais ni la défense ni la réglementation seules ne sont une solution. Alors quel récit, à votre avis, faut-il adopter pour pouvoir mettre la cyber au cœur de notre société ? Alors peut-être sur le sujet récit. La cyber a beaucoup à voir avec le sujet de protection. Par contre, moi, je m'inscris un tout petit peu en faux contre ce discours qui est depuis quelques années sur le fait qu'il faut protéger. Il faut protéger les Français, il faut protéger les entreprises, il faut protéger notre souveraineté, etc. On vit dans un monde où la créativité, elle vient aussi par l'échange. Je parlais de ce sujet interdisciplinaire. La plupart des ruptures aujourd'hui sont à l'intersection entre la biologie et le computing, entre les télécoms et le spatial, etc. Et on se rend compte aujourd'hui que à la fois les ruptures, mais aussi les vulnérabilités, elles sont à ces points d'intersection. Certains appelleraient ça le maillon faible, etc. Donc il faut probablement être beaucoup plus dans une approche offensive et en premier lieu sur le sujet de la cyber, qu'en pensant qu'on va pouvoir défendre nos organisations. Et pour aller au-delà un petit peu de la cyber sur l'aspect compétitif, aujourd'hui, regardez l'information. Alors oui, il y a quelques informations ultra sensibles, mais on se rend compte aujourd'hui, la vraie clé, c'est pas d'avoir l'information, c'est d'avoir l'information le premier et être capable de la mettre en œuvre. Et c'est ça aujourd'hui le grand enjeu pour tous les dirigeants, c'est public ou privé, c'est pas juste d'avoir une vision, donc le récit est important, mais c'est aussi être capable de le mettre en œuvre le plus vite, le plus rapidement possible. Moi, ce qui me fascine, et là j'ai un petit coin de pessimisme, c'est que sur cette révolution qu'on est en train de vivre sur l'IA, alors ça fait 3 ans qu'elle existe avec les Transformers, 6 mois qu'elle est évidente pour plus de 200 millions de personnes qui ont adopté ChatGPT. Il n'y a pas de bon panel ou pas de bon interview sans qu'on parle de ChatGPT, j'imagine qu'on l'a déjà fait dans la matinée. J'ai l'impression que les Français et les Européens sont tétanisés. Alors ok, on reçoit Sam Altman par le chancelier allemand, par la présidente de la commission, mais qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi là ? D'abord, où est l'évaluation ? Où sont passés les 3 milliards du plan Villani ? Moi, j'aimerais bien le savoir, en tant que contribuable et aussi en tant que citoyen. 2, c'est un immense message d'espoir. Ça montre que toutes les cartes peuvent être battues en permanence. Et 3, c'est quoi l'offensive ? Et pourtant, le nombre de coups d'après, il est évident. Il est
comment l'IA va totalement démultiplier les capacités de défense et aussi offensive sur la cybersécurité. Comment on voit bien que le sujet des deepfakes, qui a été un sujet de la Commission européenne il y a 2-3, donc les vidéos manipulées par l'IA, c'est plus les GAN, les réseaux génératifs adversaires, mais c'est les grands modèles de langage qui sont aujourd'hui en train de démultiplier la capacité de désinformation, mais également de résistance. Sur le sujet de la frugalité, on dit que ChatGPT en 6 mois aurait consommé l'équivalent de la consommation d'une centrale nucléaire énergétique. Donc évidemment, le sujet pour les Français et les Européens, c'est est-ce qu'on va pouvoir faire ça avec des datasets beaucoup plus faibles. Mais ces visions, ces récits, sans ensuite tomber dans le travers de vouloir micromanager, d'avoir tel ou tel champion ou telle initiative particulière, c'est ce genre de récit après, derrière lequel, je pense, les entreprises, les chercheurs vont pouvoir... Voilà, nous, on en a appelé il y a quelques semaines pour un grand programme. Alors, c'est malheureusement une référence américaine, mais c'est un grand programme Apollo 2.0. Et je rappelle, en 62, les Américains étaient dans les cordes. Il y avait eu Spoutnik, il y avait eu Gagarine, il y avait eu la baie des cochons. Et Kennedy prononce ce discours extraordinaire sur « Nous voulons, avant la fin de la décennie, mettre un homme sur la Lune ». Autour de ce programme Apollo, il y a eu 10 000 projets de recherche dans la santé, dans évidemment le computing, dans tout ce qui est aéronautique et spatial. Mais c'était surtout une vision de société. Il y avait cette image que je cite de temps en temps de cette personne, homme ou femme, qui était affectée à des tâches de nettoyage au Space Center en Floride, à Cap Canaveral, qui deviendra le Kennedy Space Center, à qui on demandait mais qu'est-ce que vous faites, monsieur ou madame? Je travaille à mettre un homme sur la Lune. Oui. Il est où ce récit-là qui emmène notre société? Pourtant, sur ce sujet climatique, déjà, on en aurait un récit à faire. Voilà. Et je pense que derrière ce récit, ensuite, peuvent s'articuler des sujets très technologiques. Mais la techno en soi, créer le plus grand ordinateur du monde, avoir les formidables licornes, même dans la cyber, très franchement, je ne pense pas que ça excite 90% de la société. Ça excite probablement une partie du Landerneau, mais c'est ce récit, je pense, qu'il faut réinventer. Alors l'Europe est catastrophique sur le récit. Dieu sait que je suis un Européen convaincu. Oui. La France aussi n'est pas très bonne en termes de récit. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que ça dépend que de nous. C'est-à-dire qu'a priori, ce genre de récit, et franchement, sur le climat ou sur... moi, ce qui me fascine, c'est que ce sujet du cyber, mais du digital en général, aujourd'hui, est vu comme une menace contre les démocraties. Désinformation, attaques cyber... cryptologie post-quantique qui va pouvoir mettre en danger tous nos sujets, tous nos domaines qui sont liés à des transactions, à une sécurisation de la transaction, la banque, enfin tout, les communications. Où est-ce qu'il est le récit sur comment est-ce qu'on utilise le digital pour affermir nos démocraties? Nous, on a tout un programme qu'on appelle... alors ça va être aussi un 2.0, démocratie 2.0, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire, par exemple, de la vidéosurveillance sans base de données centralisée? Moi, ce qui me frappe, alors ça aussi, c'est peut-être pas très politiquement correct, on va avoir les JO, on en est tous fiers. Je trouve ça quand même incroyable qu'on soit obligé de mettre une loi un peu d'exception qui met des exceptions à protection de la vie privée pour cette période-là. Il est totalement légitime qu'on utilise des outils pour préserver nos espaces publics, mais est-ce que ça ne serait pas justement l'occasion de lancer des programmes de recherche? Et je rappelle Internet, ARPANET, c'était ça l'idée, c'était de dire est-ce qu'on peut faire un réseau de communication sans centre? C'était pas consensuel, c'était le développement des paquets, de ce réseau. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'ils ont créé un réseau finalement extrêmement résilient. Je pense que les Chinois, sinon, ils auraient beau jeu de nous dire c'est très bien vos valeurs. Et moi, je suis très attaché à ces valeurs. Je pense qu'il y a une vraie confrontation de valeurs. D'ailleurs, il ne faut pas dire la Chine, il faut dire le Parti communiste chinois. Je pense que le vrai ennemi, c'est lui. Ce n'est pas le pays. Il a beau jeu de dire, regardez, vous avez des valeurs, mais dès que vous avez un grand événement, vous faites une exception et vous achetez de la vidéosurveillance qui n'est pas forcément totalement conforme à notre vie privée. Alors, à quel point est-ce que l'inculture cyber, que ce soit dans le domaine politique, même économique, constitue un risque aujourd'hui? On l'a vu que l'inculture scientifique constitue un risque majeur. On l'a vu pendant la crise du Covid. Et on aurait pu espérer, là je sors d'un petit déjeuner avec le président de l'Académie des sciences, qui était très visible dans les médias, vous vous en souvenez. Alors je veux pas parler en son nom, mais
c'est vrai que quand même ce qui nous rend perplexes, c'est que cette crise, quelle aurait été la crise qui aurait dû forcément nous faire changer? C'est-à-dire mettre vraiment la science, la compréhension de ce que peut et de ce que peut pas la science et la technologie au cœur de nos décisions politiques. Malheureusement, le compte n'y est pas du tout. Et je rappelle quand même une chose, on a 1 ou 2 conseillers auprès du président de la République très, 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 très compétents, très engagés, mais 1 ou 2 sur ces sujets-là. Le président Biden, et je ne suis pas un admirateur béat du système américain, le Office of Science and Technology, l'OSTP, c'est 140 personnes, dont 120 PhD. Quand vous entendez Jake Sullivan, on est quand même dans un sujet cyber, donc qui a trait à la sécurité nationale. Jake Sullivan, c'est le conseiller à la sécurité nationale américain. Ses derniers discours, dont celui d'avant-hier, entre un quart et un tiers, c'est sur des sujets scientifiques. Il parle de biologie de synthèse, et pas juste pour des sujets de sciences de la vie. Il parle sur la biologie de synthèse parce que ça va révolutionner la manière dont on va développer des nouveaux matériaux, décarboner certains des processus administratifs. Il parle énormément du sujet, évidemment, des semi-conducteurs et évidemment de l'intelligence artificielle. Donc il faut qu'on renforce, mais je pense que c'est aussi le rôle des entreprises. Moi, je suis très attaché au fait de dire c'est très bien de critiquer l'État, peut-être pas assez agile, etc. Que fait la société civile, les entreprises, les entrepreneurs, les philanthropes? On ne peut pas tout attendre. Je trouve qu'on est très schizophrène en France. À la fois, on critique que ça marche mal, c'est la même chose dans l'éducation. Où sont les philanthropes sur le financement de nos écoles, de nos universités? Nulle part. Quelques exceptions, mais tellement rares qu'on cite toujours un peu les mêmes. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on se pose la question. Quand John Doerr, qui est un des grands investisseurs de la Silicon Valley, alors certes, il a 9,6 milliards de dollars d'après le dernier classement Forbes, donc il a un petit peu de monnaie, considère qu'il n'est pas assez fait sur le développement durable à Stanford en plus, eh ben, il met 1 milliard. Voilà. Donc je pense que c'est aussi à nous. Donc je suis toujours fasciné de voir les gens très très libéraux dans notre pays qui disent que bah oui, mais que fait l'État? Non, on ne peut pas tout attendre de l'État, notamment dans ce monde où il va falloir travailler les différentes parties prenantes sur ce sujet d'interdisciplinarité dont je parlais. Alors Jedi, j'ai essayé de l'expliquer en introduction à votre place, mais le but c'est aussi de penser le futur. Comment penser 2030? Je donne cet horizon, mais ça pourrait être peut-être 2050, je ne sais pas. En termes de crise, en termes d'opportunités, en termes de nouveaux métiers, comment vous voyez les choses? Alors la complexité, c'est que aucun d'entre nous, enfin certains sont probablement plus intelligents dans la salle, mais ne sait à peu près ce qui va se passer la semaine prochaine. Alors on imagine 2030. Mais bon, on prend l'image très simpliste de la voile pour ceux qui en font. Prévoir le prochain bord est quasiment impossible. Par contre, si on ne sait pas dans quel port on veut aller, donc on revient à ce sujet de récit. Et en fait, on se rend compte, alors pardonnez-moi, moi j'ai un prisme tech, mais on se rend compte aujourd'hui que beaucoup des évolutions dépendent aussi des petites graines qu'on va semer. Si on veut effectivement que demain, que les réseaux sociaux ne soient pas juste des chambres d'écho qui augmentent, en fait, qui créent des silos avec des gens qui ne se parlent pas. Ce qui est la découverte qu'on a fait depuis quelques années, que les réseaux sociaux ne créent pas en fait plus de liens, mais ont plutôt tendance à enfermer les gens dans une bulle. Est-ce qu'il y a un modèle, est-ce qu'il y a même des technologies sous-jacentes pour développer des réseaux sociaux qui ne créent pas cet effet de chambre d'écho? Je vous parlais de la vidéosurveillance. On peut parler évidemment de la cryptologie post-quantique, c'est-à-dire est-ce qu'on se prépare au moment où toutes nos communications seront lisibles? Et je rappelle quand même que certains pays en ce moment accumulent des données cryptées pour le moment où ils seront capables de les déchiffrer. Et malheureusement, certaines des choses qu'on dit hier, elles peuvent nous permettre à d'autres de prévoir ce qu'on va penser demain. Donc je pense que 2030, c'est d'abord ce que nous, on en fera. Est-ce qu'on se prépare à quelque chose qui est un sujet évident, que la prochaine pandémie, elle va arriver, elle arrive. J'ai cette image que me citait... il y a cette chercheuse hongroise qui est malheureusement pas encore assez connue, j'espère qu'elle aura le Nobel pour ce qu'elle a fait, qui a pendant 15 ans cherché sur l'ARN messager un peu dans son coin, qui s'appelait Katalin Karikó, et qui me citait que, bon voilà, elle a connu évidemment, elle connaît maintenant son heure de gloire, mais, donc l'ARN, personne s'y intéressait il y a 4 ans, mais aujourd'hui vous développez un vaccin,
et vous ne le faites pas à la base d'ARN, vous n'avez pas d'argent. Donc on est très linéaire. Donc le message d'espoir là pour 2030, c'est de dire en fait la problématique pour nous tous, c'est que notre manière de penser cognitivement, alors certains à nouveau sont beaucoup plus intelligents et plus créatifs que d'autres, mais elle est très linéaire. Et on va essayer, c'est peut-être pour ça aussi que qu'on a parfois, et je pense à tort, peur de l'IA, parce qu'effectivement l'IA aura cette capacité à prolonger les courbes. Alors qu'on est dans un monde de plus en plus exponentiel. On l'a bien vu, et on a bien vu la manière d'appréhender rappelez-vous, les courbes, les flux et les reflux du vaccin, c'était extrêmement compliqué pour nous tous d'appréhender la rapidité avec laquelle ça arrivait, la rapidité avec laquelle ça décroissait. Et donc je pense que en fait, ce que je veux juste dire par ça, c'est que l'univers des possibles est en fait beaucoup plus large que ce qu'on imagine. Et c'est pas du technosolutionnisme, c'est-à-dire que il y a un aspect, on peut vraiment développer on peut guider l'évolution. Quand j'entends certains dire à la Commission européenne la démocratie est forcément lente, je m'insurge contre ça, parce que si on pense que la démocratie est lente, dans un monde où il faut être, vous le savez tous, à la fois très long terme, avoir pensé long et être très agile, je pense qu'on est perdu. Non, il faut qu'on trouve des manières de faire en sorte que la démocratie redevienne rapide. Et là, les outils digitaux sont majeurs. Mais les outils cyber, que ce soit sur la vérification des votes, sur la confiance qu'on peut donner à des jeux de données, est absolument majeur. Donc je pense qu'il faut qu'on change un peu notre logiciel sur nos institutions et voir comment la technologie et la confiance, et là où la cyber joue un rôle absolument critique, dans ces nouveaux outils, peut être majeur. Et je pense que là, il y a un boulevard pour les Européens, enfin pour les Français en particulier, pour les Européens, pour avancer. Donc je reste très optimiste, mais ça ne marchera pas si on a les entreprises d'un côté, la recherche de l'autre, et le politique. Il y a vraiment une et on le sait tous. On parle beaucoup de diversité, mais là je vais être peut-être très non politiquement correct, mais la diversité c'est beaucoup plus compliqué. C'est tellement plus sympa d'avoir un board avec un conseil d'administration avec 5 ans, avec 10 hommes blancs, parce que on a le même. La diversité c'est plus compliqué. On va avoir des langages différents, ça va être plus souvent les réunions sont plus tendues parce qu'on a des approches, des a priori, on a des approches très différentes, des gens qui vont vous surprendre. Mais on sait bien à quel point c'est beaucoup plus puissant. Et bien cet effort de sortir un peu des cabinets ministériels, mais de sortir aussi du fait de dire, de toute façon, c'est la politique. Je pense que si les entreprises ne se mêlent pas plus de la cité, on va avoir de plus en plus ces silos, alors que ce qui fait notre force, ça ne va pas être les milliards qu'on va dépenser, mais c'est la diversité. C'est pour ça que je reste un indécrottable européen. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à faire de cette diversité une force. Aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui nous tire vers le bas. C'est le plus petit commun multiple. Alors, vous dites que vous êtes justement un Européen convaincu. Votre initiative, c'est donc Joint European Disruptive Initiative. Ça y est, on a l'acronyme tout à l'heure, j'ai bugué. Concrètement, qu'est-ce que doit faire l'Europe pour ne pas subir la situation, que ce soit en termes des solutions qui sont en général américaines, mais pas que ce soit en termes des solutions cyber, en termes de risques aussi sur les chaînes de valeur et au niveau de l'opinion publique. Alors, peut-être pour que les gens ne sortent pas de la salle en se disant mais finalement que fait Jedi, je vais faire quand même 10 secondes de pitch. Nous lançons des grands défis technologiques sur des sujets trop risqués ou trop long terme pour le secteur privé. C'est-à-dire, c'est en bon français ou ce qu'on appelle en anglais les moonshots, c'est-à-dire véritablement des sujets qui peuvent changer la donne en termes de compétitivité sociétale, stratégique, mais qui aujourd'hui, où il n'y a pas de retour sur investissement, même extrêmement risqué. On s'inspire pour ça d'une agence qui a été assez miraculeuse dans les 60 dernières années aux États-Unis, qui s'appelle la DARPA, l'agence des projets avancés, et qui change totalement la donne. C'est-à-dire qui dit on se fixe un objectif, mais on n'est pas prescriptif sur la manière d'y arriver. On essaye de faire en 1 ou 2 ans ce qu'un programme classique de recherche va mettre 5 ou 10 ans à faire. Donc forcément, dans la plupart des temps, on ne va pas y arriver. Ça a un impact sociétal, stratégique majeur. Donc on ne fait pas de l'incrémental. C'est mené par une personne et non pas par un comité Théodule, puisque à nouveau, la diversité, c'est bien. Mais sur les sujets de rupture, plus on a de gens autour de la table, c'est complexe. Plus il y aura forcément quelqu'un qui va trouver un truc en disant « oui, mais ça, voilà tel ou tel risque qui peut arriver ».
Quatrième chose, on prend l'excellence d'où qu'elle vienne. Alors là, on se fait brûler en place du Luxembourg. La place du Luxembourg, c'est la place devant le Parlement européen, en disant si 100% des meilleurs projets en 2023 sont slovènes, eh bien, il faut avoir la capacité de mettre 100% de l'argent en Slovénie. C'est notre intérêt en tant qu'Européens. Comme vous le savez, on le dit tous, mais dans les faits, on veut avoir notre chéquier. L'exemple caricatural de ce qui ne marche pas, c'est le spatial, où on a cette règle du retour géographique qui fait qu'on n'est ni les meilleurs, on n'est plus du tout les meilleurs, et on disperse quand même une somme d'argent assez considérable. Et donc, voilà, c'est un petit peu ce qu'on fait. Alors, initialement, ce qu'on fait aurait dû être une initiative publique, le sera peut-être un jour, mais on s'est rendu compte que c'était extrêmement difficile de faire ça dans un contexte administratif classique. Et donc, on a décidé de faire ça sous forme de fondation. Donc, on est nous-mêmes soutenus par des fondations, par des entreprises engagées. Je me rends compte, et là, petit appel du pied, que beaucoup d'entreprises disent la souveraineté c'est importante, mais quand on leur dit nous on développe un programme de cryptologie homomorphique, c'est peut-être un peu technique, mais c'est comment est-ce qu'on peut finalement fusionner des bases de données en garantissant qu'on ne reviendra pas à la donnée individuelle. Donc imaginez l'impact sur la santé, imaginez l'impact sur la mobilité, imaginez l'impact sur la... Là, on dit oulala, oui, mais ça, c'est à l'État de le faire. Donc, je reviens à mon sujet, c'est aux entreprises de se mobiliser. Et on est parti de 20, donc c'est Claudie Aigneret qui a inventé le nom. Donc, je lui rends hommage sur ça et sur beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, on est à peu près 5000 scientifiques, patrons de start-up deep tech et industriels qui réfléchissent ensemble dans 29 pays européens. Donc, on inclut la Grande-Bretagne et la Suisse. Donc, on est des Européens pas du tout idéologiques, très pragmatiques, mais impossible de faire du quantique si vous n'avez pas l'écosystème autour de Zurich, impossible de faire de l'IA si vous n'avez pas l'écosystème autour de Cambridge et d'Oxford. Donc, voilà ce qu'on fait. On arrive à la fin de cette interview. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau. Je pense qu'on peut l'applaudir. André Lozeklik-Pietri, merci beaucoup. Merci à tous.